Alors je vais faire rapidement les présentations, pour que vous ayez compris déjà qui est qui. Donc, François de Combray vient de publier la substantifique moelle de l'homme sans qualité, après avoir déjà publié il y a 2 ans et demi, 3 ans à peu près, un bréviaire de la recherche du temps perdu. Laurence Grenier, qui est à sa gauche, est une personnalité du monde proustien. Nous l'accueillons aujourd'hui surtout pour sa publication de son Proust pour tous, cette version contractée de la recherche du temps perdu. Elle a également publié toutes sortes d'autres ouvrages de facilitation de l'accès à l'œuvre de Marcel Proust. Vous verrez également un petit livre un peu différent en forme de curiosa qu'elle vient de publier, que je viens d'éditer, qui s'appelle Proust érotique. C'est un autre genre. Marine Molins est professeure de lettres. Elle a travaillé sur des questions de traduction, pas de traduction de littérature contemporaine, plutôt de littérature de la Renaissance, latine, mais elle est là à un double titre. Elle a participé à la relecture détaillée de la substantifique moelle de l'homme sans qualité, et c'est donc avec cette double qualité, si je puis dire, qu'elle est avec nous aujourd'hui. Et Didier de Calan a été éditeur dans le monde scolaire. On a eu à connaître la question des petits classiques, et de la façon qu'on évoquait tout à l'heure, que Luc évoquait, de les présenter aux élèves des collèges et des lycées. Donc je leur ai proposé d'aborder la question de savoir si contracter un chef-d'œuvre littéraire, c'est le trahir ou le soutenir. Peut-être pour entrer en matière, je vais commencer par demander à François, s'il le veut bien, ce qui l'a conduit dans cette démarche. Qu'est-ce qui vous a amené à effectuer ce travail de contraction de l'homme sans qualité, de la sélection des extraits, des textes de liaison que vous avez assurés? Pourquoi parfois vous avez envoyé balader en disant « j'y comprends rien et je passe à la suite ». Quelle était votre démarche dans cet exercice littéraire? Je vais donc parler de Musil et non de Proust. Oui. Parce qu'au sein de Musil, je crois que c'est Thomas Mann. C'est Thomas Mann qui, le premier, dans son discours de réception pour le prix Nobel, a dit qu'à ses yeux, il y avait 3 chefs-d'œuvre dans la littérature du XXe siècle, qui étaient Joyce, Proust et Musil. Un ami de lycée, qui était pour moi une référence, qui s'appelle Yves Navarre, m'avait toujours dit, même quand nous étions au lycée, que Musil était indépassable. Or, je m'étais attelé à la lecture de L'homme sans qualité plusieurs fois, sans arriver à pénétrer dans l'œuvre. Je n'arrivais pas à ouvrir la porte. Et donc, j'ai essayé à plusieurs reprises, en vain. Et il y a peu de temps, ne voulant pas mourir complètement idiot, je me suis dit, puisque je n'arrive pas à le lire, je vais l'écrire. Alors je me suis mis à ma table de travail et j'ai commencé à écrire ce que je comprenais, ce à quoi j'avais accès dans la lecture de L'homme sans qualité. C'est ainsi que, pour ma propre compréhension de l'œuvre, je me suis mis à la détricoter, comme dit M. Fraisse, et à écrire ce livre. Je l'ai fait, non pas pour expliquer le livre, mais pour consigner ce que j'en comprenais. Et quand, dans certains chapitres, la lecture m'était absolument incompréhensible, j'écris dans le volume, chapitre 33, en rien, je passe au chapitre 34. Donc, ce n'est pas vraiment un exercice de contraction, c'est un exercice, presque un exercice de mutilation que j'ai connu. J'espère que Musil me le pardonnera, puisqu'au bout du compte, ce que j'espère avoir écrit, c'est un livre accessible
qui donne envie d'accéder au chef-d'œuvre lui-même. D'une façon plus générale, je crois que nous sommes entrés dans un monde complètement nouveau. Je le dis du haut de mes 80 ans, un monde technicisé dans lequel nous ne cessons d'être confrontés à des boîtes noires et à utiliser des instruments auxquels nous ne comprenons rien en fait. Et pourtant, nous en tirons profit. Je suis incapable de comprendre ce qu'il y a dans un ordinateur, et pourtant je m'en sers tous les jours. Par analogie, on appelle depuis longtemps déjà vulgarisation l'accès à des techniques ou à des sciences que l'on ne comprend pas. C'est depuis l'encyclopédie, en fait, depuis le XVIIIe siècle. Vulgarisation est un vilain mot, puisque ça veut dire à la fois mettre à la portée de tout le monde, et puis, de manière péjorative, avilir. Je dirais plutôt facilitation. Et aujourd'hui, donc, on arrive, même quand on n'y connaît rien, à se servir d'un ordinateur ou d'un téléphone portable. Mon idée, dans ce travail sur Musil, était un peu dans cette veine. C'est-à-dire ouvrir la boîte noire et permettre même à ceux qui ne comprennent pas ce qu'il y a derrière d'en tirer parti, d'en tirer fruit et de pouvoir ainsi avoir accès à ce chef-d'œuvre. Donc c'était un travail, Jean-Jacques, pour répondre à votre question, de vulgarisation au sens dingue du terme. Très bien, merci pour ce propos préliminaire. Je vais proposer, peut-être un témoignage un petit peu personnel. Autant je suis un grand lecteur de Proust, restez assis. Autant je suis un grand lecteur de Proust, autant je n'avais pas réussi à entrer dans Musil. Et je dois dire qu'en travaillant sur votre livre, j'ai pu commencer à explorer, à entrouvrir la porte. Donc, indépendamment de ma casquette d'éditeur dans cette affaire, je trouve que l'exercice fonctionne, enfin que le travail fonctionne. Je vais maintenant passer la parole à Laurence Grenier, qui va nous parler de sa propre expérience, de sa propre approche de la simplification de la recherche du temps perdu, un exercice qui a commencé il y a longtemps. Il y a une quinzaine d'années. Oui, il y a longtemps. Et c'est peu au regard de la littérature. Et si tu peux nous en dire quelques mots. Déjà, je veux dire deux mots au sujet de Musil. Parce que quand j'ai vu que Jean-Jacques, après avoir réédité donc l'abrégé de Proust, Proust pour tous, dit « Oh, mais je vais faire... François de Combray m'a contacté pour Musil. » Je dis « Oh, mais... » J'étais très contente d'apprendre ça et très désireuse de le lire parce que moi-même, j'avais lu Musil sans aucune difficulté. Et peut-être que j'avais pas bien compris, que je ne comprenais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'avais lu une dizaine d'années et j'avais beaucoup aimé. Mais comme la plupart des livres que je lis, à part la recherche, je ne m'en souvenais pas bien, même à peine. Enfin, je me souvenais que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai relu L'homme sans qualité. Et après, j'ai pris votre livre, et c'était très bien parce que grâce à votre livre, en lisant en parallèle, et ben maintenant je me souviens. Et c'est-à-dire que vous, le travail que vous avez fait de fixer ce que vous ne compreniez peut-être pas bien, et alors j'ai découvert, ça c'est un petit détail amusant, mais le bestiaire de Musil, les métaphores, l'humour que je trouve différent, mais à la même hauteur que celui de Proust, enfin beaucoup de choses, et j'ai trouvé ça très bien, et pour quelqu'un qui aimait déjà L'homme sans qualité. Alors pour revenir à Proust, puisque c'est ce que j'ai pratiqué depuis 15 ans, moi ça a été une démarche différente, c'est-à-dire que quand j'ai eu la révélation proustienne, c'est-à-dire littéralement, on peut le dire, quand j'ai lu Proust, j'ai commencé en me disant, tiens, un bonhomme qui met 32 pages à mettre un pied par terre, oui, c'est intéressant, mais enfin, c'est pas, j'étais pas renversée.
Et puis j'arrive tout d'un coup dans Combray, dans Françoise, qui est à la cuisine, et je me retrouve en larmes. Mais en larmes, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je continue, et toutes les 150 pages, hop, en larmes. Donc j'ai appris que ça s'appelait un choc esthétique, c'est un syndrome de Stendhal. Alors j'ai été victime d'une série de syndromes de Stendhal avec Proust. Alors une fois qu'on a ça, j'ai commencé, j'ai lu, j'ai avalé toute la recherche, je m'en détachais pas, et comme j'habitais en Amérique à l'époque, je me suis précipitée sur les estrades des alliances françaises d'abord, c'était normal, ou d'autres. Bon, et j'ai été partager mon amour de Proust. Et je voyais bien que les gens, oh, c'est très intéressant, parce que quand on parle de Proust, c'est toujours intéressant, même si c'est pas lu de Fraisse, bon, c'est encore plus intéressant quand c'est lu, mais c'est vraiment toujours intéressant. Et après, je disais, j'apportais les 7 volumes, ou en anglais, la traduction en anglais, c'est que 3 gros volumes, et, ah, c'est très bien, mais les gens, je disais, ils vont se précipiter. Non, et c'est trop long. Comment c'est trop long? Donc j'ai passé les 4 années qui suivent, c'est trop long, je vais le faire plus court. Et voilà, c'est comme ça l'origine de la contraction. Et alors au début, j'ai commencé à contracter, et j'ai fait ça, je ne pouvais pas contracter plus de 20 pages par 20 pages, par jour. Je ne sais pas pourquoi, 20 pages, c'était mon rythme. Et tous les passages que je trouvais essentiels, ou que je n'arrivais pas à contracter, je les ai laissés dedans. Parce que je me suis dit, il faut quand même que le futur lecteur de Proust ait quand même une idée de ce que c'est les pépites dans mon minerai d'abrégé. Donc voilà comment moi j'ai fait. Donc, pas comme vous. Bien, merci. On reviendra sur vos expériences respectives. Je vais maintenant proposer à Marine Monas de nous dire comment elle a réagi au sujet de la dissertation qui était posée, avec, je le rappelle, donc cette double qualité de professeur de lettres et de première lectrice, au fond, du travail de Françoise Combray. Je vous remercie. Alors, les 2 ouvrages de Françoise Combray sur lesquels j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler, et je vous remercie si vivement, soulèvent le problème de la fidélité aux auteurs sources ou de la trahison de leur génie. Donc c'est bien la raison pour laquelle on est ici. Et cette question de la fidélité à une œuvre ou à un auteur originel, j'y ai réfléchi à une époque antérieure, puisque j'avais travaillé sur les traductions des textes latins à la Renaissance. Donc je me permets de vous en parler un tout petit peu, puisque ça m'évoque des rapprochements. Donc cette question de la fidélité à une œuvre ou à un auteur originel, elle s'est posée à une très vaste échelle à la Renaissance, non pas à propos de la contraction de texte, mais à propos de la traduction. Une politique d'État visant à mettre en valeur la langue française par rapport aux langues latines et grecques, et puis aussi par rapport aux langues vernaculaires, s'est mise en place sous François Ier et sous Henri II, de manière assez systématique. Il s'agissait à l'époque de donner ces lettres de noblesse aux Français, en le fondant en quelque sorte dans le creuset des illustres langues anciennes, grecques et latines. Et donc commande a été passée à des dizaines de traducteurs proches de la cour et des milieux de cour ou des grandes familles de restituer en langue vulgaire tous les plus grands textes de l'Antiquité, du moins ceux qui en furent retrouvés. Ce mouvement d'inspiration politique a rencontré les préoccupations d'auteurs humanistes qui voyaient dans l'Antiquité un modèle à admirer et à respecter, et dans les textes antiques des réservoirs d'histoire, de mythes, de préceptes, mais aussi d'images et de figures de style. Pourtant, contrairement à ce qui s'était produit jusque-là au Moyen-Âge, les adaptations de Virgile ou d'Ovide par exemple, moralisées, christianisées, ne faisaient plus autant recette. La soif d'exactitude, la volonté de restituer le texte original à l'identique, devinrent des exigences autant que des injonctions, afin de renouer le plus directement possible avec la parole antique. Mais, problème, comment passer d'une langue à une autre sans trahir le modèle, sans perdre en saveur ou en force? Alors les traducteurs de l'époque se mirent à réfléchir à ces questions dans les préfaces de leurs versions, et 2 écoles assez opposées virent le jour. Les partisans de la fidélité à la lettre,
d'une part, adepte de la traduction littérale, du mot à mot, du maintien des tournures antiques, par exemple, ou des terminaisons latines, enfin de noms propres. Par exemple, Sichéus au lieu de Siché, par exemple. Et les partisans de la fidélité à l'esprit, d'autre part, qui s'efforçaient de trouver des correspondances entre les langues, inventer des nouvelles images, des images de substitution, ou travailler à des équivalences. La postérité a tranché. Les meilleurs traducteurs de la Renaissance furent ceux qui choisirent la deuxième solution, la fidélité à l'esprit du texte. Mais ils réussirent parce qu'ils étaient poètes et qu'ils avaient une sensibilité particulière qui apparaissait dans leurs œuvres, enfin dans leurs traductions plutôt, mais aussi et surtout dans la sélection des œuvres ou des extraits d'œuvres qu'ils choisissaient de traduire. Et c'est vraiment cette idée de sélection de textes qui est intéressante. C'est là qu'on retrouve l'interrogation qui nous rassemble aujourd'hui sur la contraction, les morceaux choisis ou les recueils de citations. De fait, par la sélection des œuvres et des passages qu'ils ont traduits, car encore une fois, on ne traduisait pas systématiquement l'intégralité des œuvres, mais précisément donc des extraits, les traducteurs les donnèrent à lire, évidemment, mais ils se livrèrent aussi, eux-mêmes, en fait, et ils nous renseignent aussi sur les goûts et les préoccupations de leurs contemporains. Pour prendre deux exemples célèbres, si l'on examine les tempéraments poétiques que sont Marot et Du Bellay, on peut dire que les préférences dont ils témoignent, Ovide dans le cas de Marot et Virgile dans le cas de Du Bellay, sont très significatives de la sensibilité respective de ces deux poètes de la Renaissance. Fasciné par l'âge d'or du premier livre des Métamorphoses, c'est en réalité l'ensemble des œuvres d'Ovide qui va influencer Marot. Qu'une communion dans l'émotion, qu'un parcours semblable dans l'exil rapproche du poète romain. A l'inverse, Du Bellay semble plus attiré par Virgile. Comment ne pas sentir lorsqu'il traduit les livres 4 et 6 de l'Énéide, et eux seuls, pas les autres, qu'il rivalise avec le monde de l'épopée, les abîmes de l'esprit, l'univers des sublimations, des prophéties, ou encore du mystère propre à son Virgile. Et j'insiste sur le son, le Virgile de Du Bellay est bien celui des livres les plus noirs de l'Énéide. Alors, je crois finalement que nous sommes réunis ici autour de François de Combray pour parler de son Proust et de son Musil. Parce que ces abrégés sont en effet une lecture de Proust et de Musil, parmi de nombreux autres, une lecture historique, car liée à sa personnalité propre, la vérité des êtres et des choses, et celle qu'il choisit aussi de mettre en lumière. Et dans un projet de préface à son travail sur Proust, François de Combray utilisait une très belle image, l'image du collier de perles, que j'ai pu piocher. La voici. Lui, les joyaux brillent et étincellent de la vérité qu'il porte, mais pour fabriquer le collier, le joaillier fait un travail de tri, de choix, d'assemblage. C'est bien donc une lecture de Proust qui nous a donné et une lecture de Musil qui nous donne aujourd'hui. Dans son ouvrage sur Proust, François de Combray semblait avoir pris le parti de se défaire de l'anecdote, enfin c'est l'impression que j'ai eue, de la référence, de l'inscription dans un espace-temps au profit de l'essence. C'est donc une lecture qui suivait les recommandations de Paul Valéry, qui a toujours eu les plus grandes préventions contre les hasardeuses combinaisons narratives et qui écrit dans Variété. Proust, l'intérêt de ses ouvrages réside dans chaque fragment. On peut ouvrir le livre où l'on veut. Sa vitalité ne dépend point de ce qui précède, et en quelque sorte de l'illusion acquise. Elle tient à ce qu'on pourrait nommer l'activité propre du tissu même de son texte. Il s'agit donc dans le bréviaire de François de Combray d'un parcours de lecture personnel, quotidien et sans cesse repris, d'où petit à petit ont émergé 1000 maximes proustiennes dont l'enseignement et la pureté ne sont pas gâtés par les aléas, si délicieux au demeurant du récit. Dans son ouvrage sur Musil, la démarche est différente car l'on suit cette fois l'ordre du texte, avec des citations qui sont sélectionnées chapitre après chapitre. On pourrait donc avoir l'impression que Proust, avec la présentation alphabétique du bréviaire, a été réduit à une sorte de moraliste, alors que la trame narrative du roman de Musil a été conservée. Pourtant, quand on confronte les citations relevées dans Proust et dans Musil,
on se rend compte que c'est peut-être plus une différence de présentation. Si l'on peut avoir envie de se plonger ou de replonger dans la recherche ou dans l'homme sans qualité, c'est finalement parce que les deux ouvrages de François de Combray ne sont pas simplement des recueils de maximes, mais qu'ils font apparaître en filigrane une méditation, qui est celle de François de Combray, et qui nous invite sans doute à partager sur les liens qui existent entre notre monde et l'Autriche de Musil ou la France du début du XXe siècle. Sur les choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, sur les frottements qui existent entre les classes sociales et sur le rôle des élites. Mais si l'on peut aussi avoir envie de se replonger dans ces deux œuvres majeures, grâce à lui, c'est parce qu'il a su restituer la poésie de ces deux textes, leurs bons mots, leurs saillies. Ainsi, en sélectionnant quelques passages mémorables et délectables de la recherche, il nous remet en tête quelques remarques malveillantes mais savoureuses qui font de Proust un grand continuateur de l'esprit français. On prend alors plaisir à être replongé dans des situations avec la bonne humeur, par exemple du grand-duc Vladimir criant « Bravo la vieille » à une madame d'Arpajon accidentellement aspergée, dégoulinante et peu sensible à ce qu'on vanta sa dextérité, aux dépens de sa jeunesse. Voilà, ça me fait beaucoup rire ce passage. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les liens qui m'ont fait penser à la traduction à la Renaissance et aux mêmes préoccupations finalement qui occupaient les traducteurs et vous-même. Je vous remercie. Merci Marie-Hélène pour ce très bel exposé. Je vais demander à François comment vous réagissez de ce miroir flat et élogieux qu'on fait de vous. Non, mais je suis vraiment confus, c'est trop de bienveillance. J'espère que si je suis arrivé à ce résultat pour mes lecteurs, j'ai vraiment réussi mon entreprise et j'en suis enchanté. Et donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vos appréciations seront partagées par de nombreux lecteurs et que les éditions du Padio seront récompensées de son audace en publiant. Merci. Alors, je vais maintenant donner la parole à Didier de Calan. Je disais tout à l'heure qu'il a eu une activité assez longue dans le monde de l'édition, mais en particulier de l'édition scolaire, surtout de l'édition scolaire. Vous vous êtes occupé directement des petits classiques, ou de ce qu'on appelle les petits classiques. Peut-être parler de cette expérience et de la façon de laquelle on gère les petits classiques. Ça existe encore, les petits classiques? Tout à fait. Je ne sais pas si on m'entend. Je vais être beaucoup plus prosaïque et peut-être un peu décousu, mais pour dire deux, trois choses sur l'accès des grands chefs-d'œuvre classiques aux plus jeunes. Il y a déjà une première remarque, c'est que la situation française, si on la compare à d'autres situations européennes et mondiales, est assez particulière. Il y a une espèce d'idolâtrie, de fétichisme, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, surtout de ne pas toucher au texte. Et en fait, le pédagogue qui se charge de la transmission de ces textes, ces grands textes, a deux préoccupations. Une préoccupation d'abord de constater que la lecture, ce n'est pas quelque chose qui se fait in vitro, c'est in vivo. L'enfant est là et quelquefois les grands textes classiques, il les voit uniquement comme des œuvres mortes, inaccessibles, des choses infranchissables. C'est un premier défi qu'il faut relever. Un deuxième défi qu'on oublie peut-être souvent, c'est que les créateurs des premiers classiques, Larousse en 1933, se préoccupent des problèmes de prix, de coût des œuvres, de problèmes de maniabilité. Excusez-moi, j'ai des petits problèmes de santé qui me font un peu trembler, c'est pas la peur. Donc de prix, de maniabilité, et aussi de compréhension de difficultés, notamment lexicales. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une situation très française, et qu'ensuite la contraction de texte, c'est pas simplement de réduire le temps, c'est aussi de se préoccuper de différents niveaux de difficulté, notamment les niveaux de difficulté lexicale. Si on prend dans les exemples étrangers, en Espagne par exemple, il y a une version de Don Quichotte à peu près adaptée à chaque âge, et personne n'en est choqué. Et c'est quelque chose qui est même extrêmement apprécié. Les enfants ont l'impression de grimper des marches, un peu comme une image sportive. On ne leur met pas la barre de son hauteur trop haut, on la met à un certain niveau, ils peuvent la franchir. Ils ont retenu
des images, ils ont rêvé sur Don Quichotte dans les moulins à vent, et puis ils vont retrouver l'année d'après ce texte un peu plus sophistiqué, convenant à leur âge, comme une alimentation qui serait adaptée à la croissance de l'enfant. L'image musicale qui a été évoquée tout à l'heure est aussi très précieuse. On ne s'offusque pas du tout en musique, moi j'ai fait beaucoup de musique dans mon jeune temps et même un peu après, on ne s'offusque pas du tout de voir des versions simplifiées des grandes œuvres. Non seulement on ne s'en offusque pas, mais c'est souvent une manière assez intéressante d'accéder à une partie de l'œuvre, et une partie éventuellement essentielle. Comment on fait en musique? En général, on simplifie le système harmonique, et on garde un système mélodique qui est, on peut jouer à une main un air d'une grande œuvre et entrer comme ça de manière progressive à l'intérieur de cette œuvre. La troisième chose que je dirais, c'est que selon le type de texte, l'adaptation, qu'elle soit contraction, qu'elle soit simplification du lexique, etc., est très 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 discutable et variable d'un cas à l'autre. La poésie, bien sûr, ne se prête pas du tout à une transformation. Elle n'est même pas d'ailleurs du tout demandée, c'est son côté mystérieux qui plaira à l'enfant, et il ne demande absolument pas à ce qu'on lui donne un vocabulaire différent ou compréhensible. Mais quand il va lire un texte de Jules Verne qui passe pour un auteur pour enfants alors que c'est un lexique extrêmement compliqué et sophistiqué, il va au contraire être content qu'on lui propose un lexique simplifié. Et l'œuvre n'y perdra pas tant que ça. Il y a d'ailleurs aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, des logiciels qui permettent d'analyser les difficultés lexicales d'un texte et d'aider dans la construction de petits classiques adaptés au public à choisir des synonymes qui soient soit en marge du mot originel, soit même en remplacement. On a l'exemple non seulement pour les enfants, mais en français langue étrangère, on a toutes les séries de textes en français facile, qui sont des entrées dans les œuvres et que les étudiants étrangers apprécient énormément. Ils vont en première année ou deuxième année dans l'enseignement du français, lire comme ça, découvrir des œuvres et leur construction narrative, et s'en trouver très bien. Donc, je dirais simplement qu'il y a aussi une troisième possibilité qui rejoint ce qu'on aura, le débat qui suivra, c'est d'accompagner l'œuvre avec des illustrations, des commentaires qui sont un paratexte, qui vont aussi permettre, c'est pas une contraction, donc il y a la contraction, il y a la simplification du lexique et de la longueur des phrases, et puis il y a l'accompagnement pédagogique qui permet de donner un peu comme un cadre général, et quelquefois d'ailleurs certaines œuvres sont devenues presque indissociables pour les enfants de l'illustration qui en a été donnée. C'est le cas, bien sûr, de grands classiques, les Fables de La Fontaine, les illustrations de Gustave Doré, ou les exemples de ce type-là sont devenus des accompagnateurs presque nécessaires, ou en tout cas très, très utiles comme accompagnement des classiques. Voilà tout ce que je voulais dire. Et dernière chose simplement, mais ça a déjà été dit, l'adaptation, qu'elle soit contraction, qu'elle soit simplification, qu'elle soit commentaire, nécessite un adaptateur et un commentateur de qualité. Donc la grande question, c'est pas de savoir s'il faut contracter le texte, c'est comment c'est fait et par qui. Et un des grands soucis de l'éditeur que j'étais, c'était de trouver des gens capables de le faire. Dans certains cas, on a bien sûr l'exemple de Michel Tournier qui a adapté son Vendredi pour différents publics, mais dans certains cas, l'auteur l'en fait, mais dans d'autres cas, on cherche. Et là, c'est le cas de Laurent, c'est le cas certainement de vous, monsieur, même si vous n'avez pas encore lu votre livre. La qualité de l'adaptation est la première question, et on retrouve la même problématique comme musique. Une transposition simplifiée d'une grande œuvre musicale, si elle est bien faite, est magnifique, si elle est mal faite, c'est nul. Voilà, c'est des propos, je vous l'avais dit, un peu décousus, très terre à terre, mais qui correspondent à les préoccupations que éditeurs de petits classiques ou d'œuvres adaptées pour les élèves, j'avais en tête. Merci Didier. On retient de tout ce qui vient d'être dit qu'au fond, une contraction, c'est un exercice personnel, c'est un exercice d'engagement de celui qui se livre à ce travail.
et donc un travail de facilitation de passage. Moi je voudrais, peut-être que pourriez-vous vous remettre dans le cercle. Non, restez là. Je voudrais vous poser aux uns et aux autres une question. Pourquoi y a-t-il des gens qui sont farouchement opposés à ces exercices d'abréviation, en quelque sorte, de contraction? Qu'est-ce qu'ils défendent? Ils défendent un privilège, de happy few? Est-ce qu'ils veulent interdire l'accès, mettre un droit d'accès excessif? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a plusieurs choses à envisager et je ne les connais pas toutes. Il y a la peur devant le patrimoine. Chaque fois qu'on porte Proust à l'écran, je suis étonné parce que, il ne faut pas dire que ce soit un auteur extraordinairement populaire, je veux dire, hein, les romans de Ponson du Dérail, bon. Et on voit que tout de suite, les Français viennent voir ce qu'on fait de Proust à l'écran. Est-ce qu'on l'abîme? Leur Proust, qui dans le reste de leur vie n'est pas tellement leur Proust en fait, mais qui le devient le jour où Proust est porté à l'écran. Donc, un élément de réponse, et encore une fois, ça ne polarise pas du tout le reste, je crois qu'il y a cette sorte de crainte devant le patrimoine, de voir rater le patrimoine avec le risque qu'il s'effrite. Je ne sais pas, comme un patrimoine familial, si vous voulez, ceux qui sont obligés de vendre une entreprise familiale, ça n'arrivera pas ici. C'est le contraire. Mais bon, mais voyez, bon, voilà. Si on disait à M. Pédon, ben, écoutez, on va vous enlever la moitié de votre librairie parce que maintenant il faut contracter, voilà. Donc, mais oui, ben voilà. Bon. Et donc je crois qu'il y a ça, cette peur devant la conservation du patrimoine. Bon, ça c'est un élément, mais ce que vous avez dit par ailleurs, peut-être qu'il y a ce côté élitiste. Bon, alors si maintenant nous autres qui lisons ces œuvres en entier et qui intellectuellement semble-t-il capables de la goûter, de la comprendre dans son entièreté, alors si maintenant autant se mettre dans la rue, alors hein, bon, donc voilà. Il y a peut-être aussi cet aspect, c'est possible. Je pense que les autres ont quand même d'autres raisons qui expliquent ces critiques. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Non, moi je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu élitiste. En fait, il faut conserver un patrimoine un peu intact. Et quelque part, c'est vrai que, voilà, en réfléchissant à toutes ces questions, on se rend compte que on est très très figé. Enfin, il y a quelque chose qui est caractéristique et propre à la littérature, puisqu'en musique, ça ne se produit pas de la même manière. Mais il y a quelque chose qui est très figé avec le patrimoine littéraire et on n'ose pas toucher. On nous apprend à ne pas déplacer une seule virgule pour un auteur. Effectivement, moi j'enseigne la littérature en lycée, on hésite toujours à faire des coupes dans un texte alors qu'on nous impose par ailleurs 20 lignes au baccalauréat par exemple, et en fait c'est la panique parce que comment couper un texte, en fait c'est presque un tabou en fait de toucher à ces œuvres, et c'est vrai que c'est très dommage parce qu'en fait on les laisse en haut des bibliothèques, et puis finalement les jeunes, parce que c'est quand même eux qui vont lire et qu'on prépare à lire et à goûter à toutes ces œuvres. En fait, on se rend compte que ça devient des objets complètement lointains si on ne leur permet pas de les approcher de près, puisque voilà, il y a une sorte de halo autour de ces grands textes, quoi. Donc, moi je suis évidemment pour le fait de faire goûter à tous ces grands textes, quitte à effectivement les simplifier un tout petit peu, faire des coupes, mais au moins leur permettre d'entrer en contact avec des jeunes lecteurs. Très bien, merci. Luc, je crois que vous êtes allé dans des collèges avec Laurence, parce que j'ai bonne mémoire. Oui. Quand je disais que, entre autres, l'effet de ces contractions, c'est aussi d'allonger le temps de la vie d'une œuvre dans la vie d'un individu. C'est qu'effectivement, j'ai à Strasbourg un ancien étudiant, et encore étudiant de thèse, il a une foi dans son métier qui contraste souvent avec le découragement actuel, et c'est ce qui le rend intéressant. Et donc, il m'a dit, il a lu la première version du livre de Laurence Grenier, et il m'a dit,
2019, 100e anniversaire du prix Goncourt de Proust. Et donc, je vais faire lire Proust dans les classes. Des classes d'une zone prioritaire, donc en plus de collèges difficiles. Alors là aussi, je me suis dit, quelle entreprise. Alors il est arrivé, alors il fait venir Laurence, bon, il y a un contact que vous voyez aujourd'hui, mais et aussi avec les collégiens. Hein. Et donc, et il a eu une entreprise très réussie, tous les professeurs de l'établissement s'y sont mis, et je suis venu moi-même regarder, et ça marchait très bien en classe avec ses élèves. Et donc, c'est ça que je voudrais dire aussi, c'est que plus on fait ce genre de remaniement, et plus on donne contact tôt avec la littérature, et la psychologie de l'enfant nous parlerait évidemment des stades d'évolution des enfants, et j'ai la naïveté de penser que plus tôt on injecte de la littérature et des œuvres chez des enfants en cours de développement, et plus ils vont la conserver. C'est aussi un argument presque biologique, que reflètent quand même les petits classiques. Je veux dire, c'est cette conscience, hein, je crois. Oui, oui, tout à fait. Et je voulais dire que dans le côté un peu élitiste français, il y a une chose qui est très très marquante, c'est qu'il est chez certains enseignants un peu hypocrite, parce que dans la réalité, quand on présente un texte de Rabelais ou de Rudebeuf par exemple, la célèbre complainte Rudebeuf, on ne le présente pas du tout dans la graphie et dans le vocabulaire original. Il serait pratiquement impossible à comprendre pour les enfants et même pour les enseignants d'aujourd'hui. Donc c'est déjà des versions adaptées, transformées qu'on propose au public. Je suis désolé, j'ai oublié de couper mon cycle. C'est pas très bien, il va s'arrêter. Oui, François? Sur cette question, je voudrais ajouter la chose suivante. Le travail que j'ai fait, je l'ai assimilé à une œuvre de traduction. Contracter un livre, c'est le traduire dans une autre langue, finalement. Et vous connaissez le proverbe italien, traduttore, traditore. Traduire, c'est trahir. Donc, il n'y a pas seulement le côté élitiste de la critique, il y a aussi le fait que lorsqu'on met la main sur un livre, qu'on le tripatouille, qu'on le détricote, on crée quelque chose de nouveau. Et l'auteur peut s'en offusquer. D'ailleurs, je fais l'avocat du diable, cette entreprise de vulgarisation des œuvres artistiques, on en parle aujourd'hui au sujet de la littérature, mais qu'en est-il en matière de peinture, par exemple? Est-ce que quelqu'un pourrait aujourd'hui s'amuser à contracter la Joconde? Ce serait un sacrilège, probablement. En musique, est-ce que quelqu'un peut s'emparer d'un concerto de Mozart pour le mettre à la portée du plus grand nombre? Ce serait choquant. Non, on reprend des terres. Non, moi j'y connais rien en musique, mais en peinture, même la Joconde, on prend, ou le cri par exemple, c'est de Munch, on l'a vulgarisé, on s'en est servi. Il y a beaucoup, au contraire, des grands chefs-d'œuvre qui ont servi au plus grand nombre. Moi je trouve. Non, mais je me faisais l'avocat du diable. Ah, merci d'être le diable. Vous voyez par exemple, il y a les transcriptions des sonates de Beethoven par Liszt. Bon, j'aime bien les écouter, et alors régulièrement je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Une œuvre qui a été conçue par un génie pour un orchestre, et moi je vais l'écouter réduite, contractée pour le coup, aux 88 notes de touche d'un clavier. Bon. Et quand c'est très bien joué, c'est un morceau extraordinaire. Alors il faut que ce soit très bien joué, mais autrement effectivement on peut discuter. D'ailleurs la sonate de Vinteuil reflète ça. Il y avait aussi des nécessités, il fallait faire entrer la musique de chambre ou d'orchestre dans un salon. Mais l'air de rien, à une époque où il n'y avait pas effectivement d'appareil de disque, eh bien ça permettait à des symphonies et à des sonates à 2 ou plusieurs instruments d'entrer dans un salon, et il y avait une écoute en vrai, en réalité, avec ce que ça représente du contact direct avec les œuvres, et donc on faisait entrer Beethoven
ça ait sens. Dans un salon, après tout, il faut voir évidemment cette finalité qui est quand même assez importante. Donc, moi j'ai une anecdote récente. Je fais un petit spectacle, enfin je réunis souvent des Proustiens. Et là, comme c'est l'année de la mort de Proust, la mort de Bergotte, on fait autour du petit pont mur jaune. J'ai une reproduction de la vue de Delphes et tout le monde défile et on raconte des trucs. Enfin bon. Et alors surtout, il y a une très bonne comédienne qui lit merveilleusement La mort de Bergotte. Et je disais quand même, pour l'apprendre par cœur, c'est pas facile. Proust par cœur, il y en a qui y arrivent, j'en connais qui en connaissent plein, mais c'est vraiment difficile. Et je me dis, ouais, pourquoi on ne le ferait pas en alexandrin, puisque c'est la fête à Molière. Et bien tout de suite, on a un ami, un Proustien, qui l'a fait en alexandrin. Et c'est vraiment très drôle. Et j'ai pas apporté le texte, mais c'est vraiment bien fait et drôle. Et quelqu'un me dit, oh, un des fans de Marcel Proust dit c'est encore plus émouvant que La mort de Bergotte. Et donc je dis, ah ben essaye sur la Madeleine. Et on sent quand même, donc c'est une transformation, mais vraiment amusante. Alors on va essayer de faire peut-être avec la méthode de l'Oulipo. Ça serait assez drôle, je ne sais pas ce qu'on va lui retirer là au petit pont mur jaune, c'est vraiment. Mais c'est quand même toujours est-ce que ça va être jaune. Bien, merci. Je crois qu'on nous voyons tous que sur ces questions, il y a un phénomène dialectique, il y a un actif, un passif, des pertes et des profits, et qu'il est parfois un peu difficile de savoir où on se situe soi-même. Oui, On a un peu de temps pour. Vous preniez la parole, madame Sport. Oui, pour reprendre le domaine de la peinture et un tableau aussi sacralisé que la Joconde, dont on ne pourrait rien faire. Il y a pourtant quelqu'un qui lui a mis des moustaches et ça avait une signification pour celui qui le faisait. Absolument. Est-ce que certains d'entre vous veulent faire part des réflexions, des propos que nous venons d'entendre ont inspiré? Je veux bien. Moi, j'ai dû attendre 40 ans pour lire Proust. Je ne sais pas s'il faut le donner à 12 ans ou à 15 ans. Et j'ai beaucoup aimé, mais avant, ça me tombait des mains. Et donc, je ne sais pas, monsieur, vous êtes musicien. Dans la musique, en tout cas, avant le XXe siècle, il y avait toujours une mélodie, quoi qu'il en soit, dans la musique classique. Donc, on pouvait effectivement faire entendre cette mélodie. Et je me demande comment, dans vos adaptations, vous faites entendre la petite musique de la langue de Proust. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut de toute façon. Là, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça d'ailleurs dans mon abrégé, moi j'ai mis des extraits. C'est important d'entendre la musique de Proust. On n'est pas obligé de l'entendre sur 500 pages, mais peut-être sur un quart. C'est important, je suis d'accord. Et de toute façon, et quand on le dit aux gens qui n'arrivent pas à lire Proust, c'est toujours la réflexion, c'est toujours la phrase longue. Les gens se fixent sur la phrase longue. Elle est belle. Et simplement, je dis, ben, vous laissez porter par la phrase. Parce que pourquoi on veut savoir quelle va être la fin de la phrase. Donc il y a la petite musique, mais c'est comme le style, mais dans une œuvre, c'est fait de la musique, de la substance, de beaucoup de choses. De l'histoire quelquefois, comme on dit dans Proust, comme chacun s'y retrouve aussi, ça c'est un des grands avantages des chefs-d'œuvre, c'est que tout le monde, c'est le côté universel et on se retrouve dedans, donc on n'a pas besoin forcément de la petite musique. Enfin, il y a plusieurs façons de l'aborder comme ça. Et quant à l'âge, je suis d'accord avec vous, moi j'ai eu le malheur de lire Proust à 50 ans, ça a été le regret de ma vie, je me dis, et qu'est-ce que j'aurais... Enfin, heureusement pour ma famille, je les ai épargnés pendant 50 ans de leur parler de Proust tout le temps. Mais j'ai fait une petite enquête qui n'a pas de valeur statistique, mais il y a un groupe, les fans de Marcel Proust, enfin sur Facebook, et on a lancé la question, j'ai fait des petites statistiques, donc c'est des gens, des Proustiens. À quel âge êtes-vous devenus Proustiens? Et je m'attendais à... Comme moi, la plupart, vers une cinquantaine d'années, parce qu'on a toute l'expérience de vie derrière. Maintenant, la plupart de tous ces fans, c'est en général entre 20 et 25 ans. J'étais vraiment très surprise. Et d'autres, beaucoup, à 16-17 ans. Voilà. Je réponds, madame, si vous permettez, je vais juste dire une chose suivante. Il y a deux façons, me semble-t-il, de contracter une œuvre. Il y a la résumer dans sa propre langue,
à ce moment-là, j'ai un sentiment de sacrilège, parce que le lecteur que je suis se substitue à l'auteur. Et puis, il y a une deuxième façon de contracter les nerfs, c'est d'en sélectionner les passages qui me marquent en tant que lecteur. Et donc, je crois que être plus respectueux et plus proche de l'auteur, en faisant la collation, en quelque sorte, d'extraits de l'œuvre, qu'en la réécrivant moi-même. Cela étant, dans un premier temps, quelqu'un qui a le courage de réécrire la recherche du temps perdu dans ses propres mots, moi je ne saurais pas faire. Notamment, ce texte-là serait minable par rapport à l'original. Merci. Mais non, parce que vous citez beaucoup. Non, mais vous citez beaucoup. Vous citez beaucoup. Vous n'avez pas réécrit. Non, je suis très attentif à la question que vous avez soulevée, madame, de la petite musique, parce que je connais bien les deux ouvrages. La petite musique du Proust pour tous, ce sont des textes d'origine reliés entre eux par des narrations sous forme de pastiche. Donc la petite musique est respectée parce que les textes de liaison sont des sortes de pastiches. Dans le livre de François de Combray, les textes de liaison ne sont pas des récits, à proprement parler, n'ont pas un caractère narratif, ce sont plus des observations, des clins d'œil, des mises en matière, en appétit, pour reprendre votre expression. Et il m'a semblé que c'était également une petite musique. C'était une façon de rythmer, un peu comme un chef d'orchestre, au fond, qui donnerait le rythme des différents passages qui ont été sélectionnés. Et je trouve que c'est intéressant. Dans chacun des deux cas, ce sont des ouvrages très personnels. Ce sont il y a une cuisine, un certain nombre de plats sont disponibles, ils sont présentés en salle par chacun des deux maîtres d'hôtel, si on peut dire, dans ce cadre-là. Et je crois que c'est ça la substantifique moelle, c'est presque un terme culinaire, de l'homme sans qualité, c'est cette façon de servir, en quelque sorte, les extraits qui ont été sélectionnés. Et il peut y en avoir d'autres, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer une autre façon de servir des extraits différents, ou les mêmes extraits avec des commentaires un petit peu différents. Et au fond, dans les petits classiques, c'était un petit peu ça, selon celui qui tenait l'équipe qui tenait la plume, vous aviez des plats qui avaient un goût qui peuvent être différents. Est-ce qu'il y a d'autres observations peut-être? Oui, Pierre. Merci beaucoup. Bravo encore à Jean-Jacques Salomon pour avoir eu l'initiative de cet après-midi passionnante et merci à tous pour participer. En fait, moi, je voulais dire que je crois profondément à la nécessité de faciliter l'accès aux grandes œuvres. Je suis une littéraire, mais je n'ai pas lu toute la recherche de Proust. Enfin, il se trouve donc en 2021, j'ai eu la chance de travailler à la Chambre de Léonie, le très beau roman intime, sa lecture de Proust par Hélène Weisford. Je pense que c'est une porte d'accès très intéressante vraiment pour Proust. Moi, je me suis dit, ça l'a tellement imprégné, tellement marqué, c'est forcément un génie pour aussi bien pouvoir... Hélène Weisford s'est appropriée la recherche et c'est ça qui est grandiose dans son livre. Et là, cette année, grâce à François de Combray, puisque j'ai la chance d'être l'attaché de presse de la substantifique moelle de l'homme sans qualité, donc je découvre musique, je suis déjà en profond appétit. Il y a un point commun avec le livre d'Hélène Weisford, c'est le côté très personnel. Moi, je suis capable de parler de François de Combray à travers ce qu'il a repéré dans Musil. C'est aussi, c'est quand même, on a tous une sensibilité, on ne repère pas la même chose dans des livres. Tel paragraphe vous aura retenu votre attention, et si Luc Fraisse ou Jean-Jacques Salomon écrivaient un livre sur Musil, ou moi, nous repérerions certainement tous des choses très différentes, eu égard à nos sensibilités, à nos passions, à nos obsessions, à nos parcours, à nos goûts, tout simplement. Donc je pense que c'est aussi un livre très personnel, et c'est la meilleure manière d'entrer dans un grand auteur comme Musil, parce que le fait que justement on puisse se l'approprier, revoir aussi, il vous apprend à vous connaître Musil, et il vous apprend aussi à penser notre époque. Donc ça révèle son universalité.
Et je me souviens que j'ai travaillé pour des éditeurs qui me disaient que Musil, c'était le plus grand livre du siècle, de leur vie. Vraiment, je pense à Pierre-Guillaume de Roux, qui est mort maintenant, mais qui vraiment était obsédé par Musil. Et voilà, grâce à François de Combray, je m'y mets, puisque j'ai lu donc le livre de François de Combray qui m'a vraiment mise en appétit. Et je crois vraiment à cette nécessité de faciliter l'accès au chef-d'œuvre. Moi, je voulais dire une anecdote un peu personnelle, mais pourtant c'est tellement la vérité. Il se trouve qu'à 19 ans, je suis tombée amoureuse d'un CD d'Ariel Dombal où elle chantait le Messie de Handel. Et bien, c'est peut-être ridicule, mais avant, je ne connaissais pas Handel. Et j'écoutais sans cesse ce CD d'Ariel Dombal, et je trouvais ça magnifique. Et j'ai acheté le vrai Messie de Handel après, et puis j'ai vu des opéras de Handel, Son Jules Césarée, et d'autres. Et donc voilà, et Alcina en ce moment. Enfin bref, je suis rentrée dans Handel via Ariel Dombal. Aurais-je découvert aurais-je découvert Handel sans Ariel Dombal? Je ne sais pas, c'est pas sûr. Donc voilà. Juste, je vais dire, moi je suis pas d'accord. Non, enfin, franchement, non, mais excusez-moi, Oui, je suis pas d'accord. Je trouve que votre livre ou le mien, au contraire, moi j'ai essayé et je crois que j'étais neutre. Vraiment neutre, il y a quelqu'un qui veut dire neutre, c'est-à-dire, par exemple, bon, je sais comment j'ai travaillé et vous m'avez dit aussi ce que vous faites, j'ai pris 20 pages par 20 pages, même celles qui me barbaient, comme par exemple Saint-Loup et l'art militaire, jusqu'à ce que je tombe sur un Proustien et dis « Oh, mais sur mon passage préféré, on trouve toujours un Proustien qui a vu un autre passage. » Et donc j'ai fait, je crois, aucune différence. J'ai essayé. Et je pense que si vous lisez mon livre, vous ne me retrouverez absolument pas. Je ne suis pas dedans. J'essaie de... Réellement, c'est peut-être en ça le pastiche. Vous, quand vous avez lu, moi, j'ai lu, j'ai pas eu l'impression de vous rencontrer dans le livre. Ça se fait maintenant. Non, mais... Heureusement, on va se racheter. Non, mais c'est sûr que vous avez eu l'impression d'être vous-même. C'est vous qui êtes là-dedans, non? J'ose pas répondre. C'est le regard quand même d'un écrivain sur un autre écrivain. Les deux observations sont exactes. Je suis d'accord avec Ah, bah, très bien, tout le monde. les deux sont exactes. Je me mouille pas. Hein. Et en même temps. Mais moi, je voulais rappeler qu'en France, la contraction et la réécriture de chefs-d'œuvre avaient quand même des lettres de noblesse, puisque c'est Louis XIV qui en a peut-être eu le premier idée, je ne sais pas, en tout cas qui avait demandé pour l'instruction du grand dauphin qu'on réécrive les grands auteurs grecs et latins, et ça a été effectué notamment sous la supervision de Bossuet, et ça a donné cette expression célèbre Adusum Delphini, et puis nous-mêmes, peut-être un certain nombre d'entre nous, on a appris le latin dans le De Virus Illustribus, qui était lui aussi une contraction de chefs-d'œuvre et des grands auteurs latins. Bien, avant peut-être de faire une pause, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole, j'avais une question à vous poser. Qui, dans cette salle, a été élevé au lait du Lagarde et Michard? Excellent Manuel. Ah oui, comme à l'Assemblée nationale, les contre, l'abstention.